Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche politique sur ESAE TV, chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, avec ma collègue Gaëlle Billy Laibi, on reçoit pour vous Antoine Guédou Vissé-Togbe. Il est le président du parti politique JSR, Grande Solidarité Républicaine. Il est également le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Notez qu'avant cela, chers amis internautes, il a été président de la commission des finances et de l'économie de la Renaissance du Bénin. Il a été secrétaire général adjoint et secrétaire général par intérim du Rassemblement des démocrates libéraux, RDL Vivotin, de Séverin Adjovi. Il a été président de mouvement politique Michalodo. Il a été professeur au lycée technique Koulibaly. Il a été également chargé de cours à l'école nationale d'administration et également chargé de cours à l'université polytechnique d'Abomey. Il a été plusieurs fois directeur technique et chef service à la caisse autonome d'amortissement, aujourd'hui caisse autonome de gestion de la dette, où il a fini à la retraite en tant que conseil technique du directeur. Notez d'entrée de jeu, chers amis internautes, qu'avant son passage au niveau de la CA, il a fait un coup passage au ministère des Travaux publics en tant que directeur du fonds routier et membre du cabinet du ministre des Travaux publics en 1996. Il est administrateur des banques et finances et auteur de plusieurs ouvrages de comptabilité. Antoine Guédou Vissé-Togbe, bonjour. Bonjour Monsieur Gaël. Monsieur Kader. Bonjour Madame Gaël et Monsieur Abdel. Merci beaucoup. Bonjour Antoine Guédou, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, c'est à moi de vous remercier. Et à moi de vous remercier. Je voudrais remercier également tous les téléspectateurs qui ont voulu consacrer un bout de temps pour cette émission. Et remercier également votre hiérarchie pour le beau travail que vous faites. Merci beaucoup, Antoine Guédou Vissé-Togbe. Je rappelle à nos amis internautes qu'avec lui, ce dimanche, on fera le tour de l'actualité politique nationale, notamment la création du cadre de concertation de l'opposition qui a vu le jour il y a exactement 8 jours. On parlera des enjeux politiques qui y concourent. Vu qu'on l'a avec nous, chers amis internautes, on n'occultera pas de lui poser quelques questions sur le fonctionnement de son parti politique, la Grande Solidarité Républicaine, et également les enjeux politiques de 2026. Bonjour à nouveau, Antoine Guédou Vissé-Togbe. Monsieur. Bonjour. Billy Gaël, à vous la première question. Merci Kader. Je vous souhaite à nouveau bienvenue sur notre plateau. Nous sommes honorés de vous recevoir en ce jour. Merci. Et comme mon collègue Kader l'a dit tout à l'heure, vous allez parler des enjeux du cadre de concertation de l'opposition. Mais avant, j'aimerais vous inviter à refaire un exercice que vous avez déjà fait le jour de la présentation du cadre. J'aimerais vous inviter à brièvement présenter le cadre. C'est quoi ce cadre et pourquoi le créer et à ce moment précis? Merci beaucoup. Et vous savez que, en fait, c'est une longue histoire. Déjà, une histoire de notre pays, une sombre histoire de notre pays a commencé en 2019. Nous obligeant à mettre déjà en place, en 2020, un premier cadre que nous avons appelé Front pour la restauration de la démocratie, FRD. Et en ce moment, il n'était pas question pour nous d'aller aux élections parce que le président Patrice Talon a institué entre-temps le parrainage pour aller aux élections. Mais là, après avoir ramassé tout le monde les parrainages,
Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. On ne voulait pas aller aux élections. Et on dit, vous ne pouvez pas faire ça là, vous ne pouvez pas instituer le parrainage après avoir ramassé tous les parrainages vous-même. Et si c'est ça, faites votre élection seule. Il nous a rassurés en disant, depuis le septentrion, qu'il donnerait le parrainage à tous les candidats sérieux. On a été un peu sceptiques. Mais pour qu'on ne dise pas que c'est nous, nous avons dû nous résoudre à accepter d'aller aux élections pour sauver la nation. Vous avez suivi le résultat. Notre candidat, Joël Aïvo, est en prison. Notre candidat, Ricky Amadougou, elle est en prison. Et ils y sont jusqu'à ce jour, malgré tout ce qu'on dit au président Talon. Donc, face à ça, nous avons essayé à travers plusieurs activités de ramener le président Patrick Talon à de bons sentiments. Nous avons demandé plusieurs fois un dialogue avec lui, mais niet. Et c'est comme s'il est hostile à ce genre de choses. Nous nous sommes dit, après avoir constaté qu'il persiste à faire la sourde oreille, et le résultat, c'est le dernier code électoral. Il aura suffi qu'on l'empêche de réviser la Constitution pour un 3e mandat pour qu'il mette un code. La révision constitutionnelle ne comportait pas d'éléments qui sautaient le verrou de la limitation du mandat. Vous savez, tous les verrous qui ont sauté par ailleurs, avant ça là, qui l'a fait? C'est pas lui. Il suffit que commencer la révision, vous allez voir qu'il va sauter tout. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Parce que nous sommes devant un pouvoir où la corruption règne en maître. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Mme Rosine Soglo l'a dit avant moi. M. Rossi Bazil l'a dit avant moi. Et quand vous êtes devant un président, fut-il Patrice Talon, qui ne respecte pas sa ceinture, en qui vous ne pouvez pas faire la moindre confiance, n'engagez pas une révision pour espérer que tout ne soit pas sauté. Il va sauter. Mais vous l'avez marqué plusieurs fois, et ça a été dit plusieurs fois, qu'il n'envisage pas d'un 3e mandat. La Constitution c'est comme est si vous n'êtes pas. claire, C'est comme si vous. Qu'est-ce que vous appelez clarté? Pourquoi on parle de révision? Nul ne peut faire. On parle de révision parce qu'on a l'intention de changer des choses. De quelle clarté vous parlez? Ça peut sauter. Vous comprenez? Ça peut sauter. Et puis, regardez un peu. On dirait que vous n'êtes pas dans le pays. Hein? Regardez un peu le président Talon agir. Il vous présente quelque chose, mais derrière, c'est autre chose. Ne rentrez jamais dedans. Et c'est donc les autres raisons pour lesquelles le cadre de concertation a vu le jour. Non, pas exactement. Moi, je suis en train de vous faire l'historique. Allez-y. J'ai commencé par dire que c'est une longue histoire. D'accord. Oui. Donc, après ça, là, ce passage vraiment déplorable, nous avons continué la lutte. Nous avons continué la lutte, quoique à chaque fois, on nous met des obstacles. Vous avez vu le quitus fiscal, et vous avez vu ce que les élections dernières ont donné. Nous avons estimé que le premier cadre que nous avons eu à faire, le Front pour la restauration de la démocratie, avait produit quand même ses fruits. Parce que ça nous a permis d'ouvrir l'Assemblée pour qu'il n'y ait plus un seul son de cloche. Vous étiez ici en 2019, le président, avec l'aide
de M. Diogbenou a barré la route à tout le monde pour l'Assemblée, dans le seul souci de mettre une Assemblée monocolore qui lui permette de faire les lois qu'il a aujourd'hui. Il a fait ça. Nous avons fait beaucoup de bruit. Les sages nous ont calmés. Le président Patrice Talon lui-même est intervenu pour dire « Ne brûlez pas ce pays que vous aspirez. Vous espérez diriger. Que vous aspirez à diriger. Ne brûlez pas ce pays. Il y a toujours des élections et il y aura d'autres élections. » Nous avons été sensibles à ça. Et nous avons laissé tomber. Mais vous avez vu ce qui a suivi en 2020, en 2021 et même en 2023. Écoutez, messieurs les journalistes, c'est notre tour de demander au président Talon de ne pas brûler ce pays qu'il a dirigé pendant 10 ans. C'est notre tour de lui demander. Et nous espérons qu'il entendra raison, comme nous l'avons fait en 2019. Nous avons donc créé, pour mieux le faire entendre, un creuset qui réunit toute l'opposition pour porter nos voix. Vous avez créé un creuset qui réunit toute l'opposition, mais tout de suite, on constate qu'il y a deux entités politiques se réclamant de l'opposition qui n'y figurent pas, Fosco et Point Bénin Émergent CDE, pour leader Paul Rompouet, et candidat Amand Maria Zanaï de Restaurer l'Espoir, sa formation politique aussi, n'y figure pas. Pourquoi? Pourtant, vous dites que c'est un cadre... D'abord, je voudrais vous dire que le consensus n'est pas l'unanimité. 2 sur combien? Nous sommes combien dedans aujourd'hui? Et 2 sont à l'écart. Vous voyez quand même qu'il y a un consensus. Mais est-ce que vous ne sous-estimez pas... Laissez-moi parler. Le poids politique. Laissez-moi parler. En dehors de ça, et on ne force pas une porte ouverte. Nous avons commencé depuis longtemps à dialoguer avec ces deux-là. Moi, personnellement, j'ai rencontré plusieurs fois mon cher frère, que je respecte beaucoup, M. Kandi Azanaï, qui, dans ses propos, il a certainement ses principes, mais il a aussi des choses dont on peut tirer beaucoup d'intérêt. Il a des qualités dont on peut tirer beaucoup d'intérêt. Mais si on discute avec lui et qu'il ne veut pas, on va faire quoi? Donc, il est réticent à la proposition. Je vous ai dit que personnellement, moi j'ai discuté avec lui. On s'est vu à peu près 3 fois ou 4 fois, je ne me rappelle pas. Pour le calmer, pour l'appeler à la tolérance, pour qu'on puisse parler de la même voix. Mais s'il ne veut pas, on fait quoi? Quant à M. Rompouet, vous savez, il a été ensemble avec nous à Golden Trip, où déjà, les prémices de ce cadre ont commencé. Oui. C'est vrai, il y a eu un petit incident, et je lui donne acte sur ça, mais après, ça arrive en société. Et les problèmes de la nation ne doivent pas être des problèmes personnels. Je l'ai personnellement appelé. D'autres l'ont personnellement appelé. Mais il ne voulait plus assister à nos réunions. La nation ne va pas s'arrêter. Mais ne pensez-vous pas que l'absence de ces deux partis d'opposition au sein du cadre de concertation fragiliserait ce cadre-là? Chacun tirera, chacun jouera sa partition et le peuple avisera. D'accord, madame? Je ne me fais pas clair. Je vous écoute. Je dis chacun jouera sa partition et le peuple avisera. Votre question est claire. Oui. Vous avez dit, est-ce que du fait de leur absence, il n'y aura pas
des problèmes, il n'y aura pas de conséquences Est-ce négatives. qu'on ne parlera pas de division de parti, d'exclusion? Même si tous les partis sont ensemble, ceux qui ont intérêt à parler de division diront toujours que vous êtes divisés, quoi qu'ils ne soient pas dans la maison. Alors, l'intitulé du Creuset, c'est cadre de concertation de l'opposition. Oui. Mais on constate qu'il y a deux entités, pas des moindres. L'une a candidaté pour les élections présidentielles sous Patrice Talon. Restaurer l'espoir, le discours politique, c'est une lapalissade, on le connaît si bien. Ces deux entités-là se retrouvent hors de ce cadre-là de l'opposition. Est-ce que l'intitulé reste toujours bien séant? Écoutez, j'ai commencé par reconnaître les qualités du candidat Zanaï. J'ai commencé par vous dire tout ce qu'on a fait avec lui et moi-même personnellement. J'ai commencé par vous dire comment ça s'est passé avec M. Humpé. Si malgré tout ça là, ils ne sont pas prêts, la nation ne s'arrête pas. Ils choisiront, ils ont leur calendrier. Ils choisiront le moment qu'ils veulent pour rejoindre le front ou même ne pas rejoindre. Donc le cadre On ne reste pourra ouvert, rien. reste ouvert. C'est clair dans le discours. Nous avons dit que le cadre est ouvert. On ne l'a fermé à personne. Mais après ça, là, nous nous sommes concertés et nous avons déploré leur absence aussi. Et nous avons dit, bon, nous ferons ce que nous pouvons faire pour calmer. J'ai quand même deux petites questions à vous poser très rapidement, si Billy Laïbi permet. Qu'est-ce que candidat Zanaï pourrait reprocher à ce creuset d'acteurs politiques? Je ne suis pas candidat Zanaï. Mais vous avez échangé avec lui? Non, je n'ai pas échangé avec lui après. Non, mais avant, vous Avant. échangez avec candidat Vous avez Zanaï sur parlé la de la vie politique, proposition. sur le fonctionnement de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Vous me permettez de ne pas vous dire ce que j'ai dit en privé avec ce candidat Zanaï? Je ne le ferai pas. C'est entre lui et moi. Et ce que je sais, c'est que Candide Azanaï demeure un opposant, comme nous. Et Paul Rompé? Paul Rompé, c'est vrai, moi, je n'ai pas d'indice matériel pour dire qu'il n'est pas opposant. Mais lui-même, bon, il y a des comportements qui font que les gens sont sceptiques. Je vous donne un exemple simple. Vous avez suivi 2021. Vous avez suivi 2021. Et ce qui s'est passé là ne devrait pas se passer. Vous suivez? Oui, allez-y. FCBE ne devrait pas permettre à M. Talon de franchir la rivière. Vous comprenez? Et bon, les gens ont soupçonné ce qu'ils peuvent soupçonner, il n'y a pas de preuves matérielles. Mais moi, je suis resté un bon ami à Rompé. Et finalement, la tempête est passée, les gens se sont calmés. C'est ça qui explique qu'on se soit retrouvés ensemble à Golden Slip. Et je vous ai dit, il y a eu mal-donne quelque part après cet événement-là. Mais nous devons nous effacer devant les intérêts de la nation. Je l'ai vu, je lui ai présenté mes excuses. Il faut dire, je reconnais qu'il a raison. Ceux à qui il reprochait des choses l'ont appelé aussi. Mais au-delà de ça, on va faire quoi? Dites-moi. Monsieur Vice-Tongui, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui différencie ce cadre de concertation de l'opposition des autres, puisqu'on en a déjà vu par le passé, mais qui n'ont pas tenu? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui vous différencie des autres cadres? Vous pouvez me rafraîchir la mémoire en me disant les cadres qui n'ont pas tenu? Il y en a eu qui n'ont pas tenu, je vais dire par exemple, face au régime actuel. Quelle est votre particularité? Oui, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Si vous voulez, il faut d'abord me faire connaître ces cadres-là pour que je vous dise la différence. Ma question est, qu'est-ce qui vous particularise? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Dans cette affaire-là, il n'y a pas de nouveau à apporter. Il y a à continuer la lutte.
nous avons dit qu'il faut restaurer la démocratie et les libertés. Et nous n'avons pas changé. C'est tout. Et au sein, permettez-moi, Kader, au sein de votre cadre se trouve le parti Les Démocrates qui représente au Parlement l'opposition, qui représente l'opposition au Parlement. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait essentiellement les démocrates comme parti représentatif de l'opposition au Parlement vous permettra d'aller et de remporter les élections de 2026? Vous parlez comme si les choses sont figées. Nous y sommes. Est-ce que je peux vous répondre? Alors, Antoine Guédou, Vice Togbé, lorsqu'on y voit de près la mise en place de ce cadre de concertation de l'opposition, on s'interroge de savoir qu'est-ce qui vient effrayer le pouvoir de la rupture avec la mise en place de ce cadre-là. Est-ce qu'il s'agit d'un creuset juste pour des échanges, pour des stratégies politiques, ou il s'agit d'un front unifié pour un combat politique? Vous avez dit effrayer le pouvoir de la rupture. Si c'est ça votre vision, je vous en laisse entière la responsabilité. Je vous pose une question, moi. Nous, on n'a pas dit ça. Notre ambition n'est pas de les effrayer. Notre ambition est d'arrêter l'hémorragie. Vous avez compris? Alors maintenant, si vous avez des raisons de dire que ça les effraie, donnez-moi ces raisons, et à la lumière de ces raisons, je vous répondrai. Alors, au cours des assises, on a vu à maintes reprises qu'il y a eu des récriminations contre le code électoral. On a comme l'impression que le code électoral est le véritable combat politique commun. D'abord, Sa relecture notamment. Je ne comprends pas. Le code électoral est le principal combat. Mais il y a d'autres combats. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. Un pays où la corruption est renforcée. Un pays où l'inflation est entretenue à dessein. Un pays où le développement est compromis. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a des preuves matérielles. Les preuves matérielles, si vous voulez, on en parlera. Hein? On en parlera chapitre par chapitre. Si vous me donnez... Il n'y a pas de problème. Voilà. Je dis la corruption est renforcée. Regardez aujourd'hui les salaires politiques. C'est 3 points. Hein? Les salaires politiques, le financement des partis politiques et puis les marchés publics. Les salaires politiques. Nos salaires politiques sont les plus élevés de la sous-région. Et même de plusieurs parties du monde. Et la conséquence, quand on parle de corruption, la conséquence c'est que ceux qui reçoivent ce salaire-là aujourd'hui sont devenus aveugles. Excusez-moi bien. Avec comment? Ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien. Quelqu'un avait écrit un ouvrage, entre-temps, le Saint féodal. Ils sont devenus des saints féodaux. Ils n'entendent rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient même pas le cri des producteurs de soja et de tout. C'est à croire qu'ils ne sont pas dans le pays. Vous voulez dire qu'ils sont restés attachés à leurs intérêts personnels? C'est ce qu'on leur a servi ça exprès pour les aveugler. C'est ça. Il n'y a pas d'autre conclusion à faire. Deuxième pan. Le financement des partis politiques. N'est-ce pas une bonne chose, financer les partis politiques, le financement des partis politiques? C'est une bonne chose. Nous l'avons décidé ensemble, je dirais. J'ai participé à cette décision-là. Mais sa mise en œuvre, je ne participe pas à ça. Vous trouvez normal qu'on donne à un parti politique 1,250 milliard par an pendant que les populations souffrent? C'est beaucoup. Je dis bien, vous connaissez les chiffres, je vous ai dit 1,250 milliard. C'est en moyenne ce que chacun des partis, si à moi prend du moins, chacun prend.
Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ils n'ont même pas pu construire un siège sur fonds propres. Ces fonds servent à quoi? Si j'avais construit un beau bâtiment dans la cité, tout ça, là, on m'a dit, bon, voilà, d'accord, il y a eu ces ressources-là, mais l'emploi est visible. Les partis politiques fonctionnent. Moi, qu'est-ce que vous appelez fonctionnement? Moi, je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas. Pourtant, je n'ai rien. Les démocrates qui ont à peine 100 millions, ils ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent mieux que ces deux partis-là. Ils animent mieux la vie publique que l'UP et le BR. Ils vous diront le contraire, eux. Non, mais écoutez, vous êtes dans le pays. Ils peuvent dire le contraire. Nous pouvons apprécier chacun. Vous êtes des acteurs politiques. Nous pouvons apprécier chacun. Et moi-même, je sais dans quelle mesure j'anime la vie publique. Donnez-moi aujourd'hui 250 millions l'an. J'ai dit les 250 millions qui sont sur le milliard. Et vous allez voir que au bout de 3 ans, je vais construire un siège digne du nom pour mon parti. Donc, vous voulez parler de gaspillage? C'est de la gabégie. C'est du détournement de fonds publics. J'appelle les mots. Je dis comme ça. D'abord, il a été dit. On a inscrit au budget de l'État. Il y a un texte qui encadre le Attendez. politique. Attendez. Les détournements, c'est pas souvent l'absence de tests qui permet les détournements. C'est de l'évasion légale, simplement. Vous comprenez? Il a été inscrit au budget de l'État. 3 milliards pour les partis politiques. Et vous avez autorisé 15 partis. Logiquement, chaque parti, c'est ce que tous les partis vont prendre là, que vous agrégez pour obtenir les 3 milliards. Mais s'il y en a qui n'animent pas la vie politique, qui n'ont pas des élus au Parlement ni dans les conseils communaux. Je vais vous donner un exemple simple. On t'envoie dans ces marchés. On dit, si tu vas dans un marché, tu as droit à 5 000 francs. Donc le soir, tu t'attends à recevoir 25 000 si tu fais tous les 5 marchés, n'est-ce pas? Maintenant, tu n'en fais qu'un seul marché. Tu vas recevoir combien? 5 000. Pourquoi on va te remettre 25 000? Mais dites-moi, pourquoi on va te remettre 25 000? Juste parce qu'on a prévu 25 000, il faut te remettre les 25 000? Ce que j'appelle marché ici, c'est qu'en disant, vous allez prendre les 3 milliards, vous allez prendre l'aide, on a défini les points d'application. On a dit, si vous prenez ça, il y a une partie qui va financer votre fonctionnement. Il y a une partie qui va financer votre propagande politique. Il y a une partie qui va financer les élections. Il y a une partie qui va financer la formation de vos militants. Et il y a une partie qui va vous permettre de faire l'éducation citoyenne. Cette répartition est bonne. Ça fait 5 rubriques. Et c'est bon la répartition là. C'est bon? Normalement. Et cela veut dire quoi? Que moi, si je dois perdre quelque chose, c'est le 20e. Je dis le 20e, le 5e, qui correspond au financement des élections. On pourrait dire, bon, on va mettre un peu de courage, de prime à certains postes. Pour dire que les postes, d'un poste à l'autre, il y a plus de difficultés. Je peux comprendre ça. D'accord? Mais même si moi, je ne prends pas ma part de fonctionnement, ma part de propagande, ma part de formation, encore que nous avons toutes ces rubriques-là, qui n'ont rien à voir avec les élections, même si je ne prends pas, on devrait reverser ça dans les caisses de l'État. On ne va pas prendre les parts des autres pour dépenser. Vous comprenez? Nous disons en finance publique, une autorisation de dépenser n'est pas une obligation de dépenser. Et c'est ça qu'il faut observer là. Et condamner ça avec la dernière rigueur. C'est de l'évasion. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'esprit du système partisan qui veut quand même réduire le nombre de partis politiques, que si, par exemple, avec le financement des partis politiques, on permettait d'avoir accès au financement de tous les partis ayant une existence légale,
que ça pourrait tout de suite donner un accroissement au nombre de partis politiques. C'est faux. Au moment où on mettait... Ça va devenir un business. Au moment où on mettait les... Attendez, au moment où on mettait les 3 milliards, accéder au financement. Il y avait un certain nombre de partis qui sont autorisés. Vous comprenez? Et on ne peut pas penser à une augmentation exponentielle du chiffre. À ce moment-là, le chiffre est constant, tout le monde sait. Maintenant, avec le nombre d'années d'application, si le problème que vous posez arrive, on peut faire autrement. On peut dire par exemple, vous êtes parti, vous avez créé un parti pour bénéficier du financement. Faites d'abord un effort personnel pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va voir. C'est une manière plus rationnelle de régler le problème. Ou bien on peut dire, attendez, laissez-moi. Qu'est-ce que vous appelez politisation et chasse aux sorcières? Pour cela, il faut prendre tous les fonds et donner à quelqu'un que lui dépense. C'est ça? Non, je ne dis pas ça. Alors de quoi vous parlez? Je ne vous comprends pas. Non, je ne parle pas, je vous pose des questions. Oui, la question que vous posez, je vous donne la réponse. Si c'est moi, il y a plusieurs façons de faire. C'est une option de dire que ceux qui n'ont pas des élus n'auront rien. Mais puisque c'est prévu à l'origine pour 5 rubriques, il faut d'abord voir ce qu'il y a pour les élus et les priver de ça là seulement. Si vous ne voulez pas faire ça, ce qui doit prendre normalement de façon théorique pour reverser ça dans les caisses de l'État, vous ne partagez pas. Je vais vous donner un exemple. Votre papa, je considère que vous n'êtes pas si papa que ça et que je peux parler de votre papa. Oui. Votre papa quitte la maison et laisse 5 plats remplis de riz. Il dit, les enfants viendront à midi manger. D'accord? C'est pour les 5, pour 5, n'est-ce pas? Parce qu'il a 5 enfants. Et puis lui sort, il va en voyage. Toi, tu reviens à midi, tu manges le plat de tous les autres, en plus de ton plat. Ça se fait comme ça? Logiquement, si tu prends ton plat, si les autres n'ont pas mangé, ça va rester là. Alors, c'est pas ce qu'on fait? Non, je vous donne des exemples terre à terre. Entendons-nous d'abord sur les choses. N'escaladez pas. Non, on ne va pas escalader, on parle du code électoral. Bon. Du code électoral. Permettez-moi, avant d'aller sur le code électoral, moi j'aimerais quand même vous demander, puisque le cadre est là pour continuer la lutte et tout, est-ce que dans tout ce que le régime actuel fait, il n'y a rien à féliciter? Le cadre n'a rien à approuver? Ce que je vous ai dit, c'est que vous ne m'avez pas laissé terminer. J'ai dit, c'est un régime qui a renforcé la corruption. Et je ne vous ai parlé que du financement des partis politiques. Je ne vous ai parlé que des salaires politiques. De l'autre côté, les marchés publics. Vous étiez dans ce pays où M. Elias, vous le connaissez bien, Jean-Baptiste Elias, voilà, a pratiquement barré la route à un achat de motos à 5 millions l'unité. Vous étiez là. À un achat d'ambulance, à ce que vous savez. Vous étiez là. Il nous a dit par la suite qu'il a même été félicité par le ministre, mais ça ne devrait pas. Le ministre, c'est son rôle de féliciter. Mais le président devrait punir ce ministre-là. Parce que c'est une tentative de corruption qui est punie de la même manière que l'infraction même. L'infraction principale, on ne l'a pas punie. Quelle est la tentative? Qu'est-ce qu'est la tentative? C'est l'achat de la moto ou le fait qu'il ait dénoncé, qu'il ait barré? Non, je ne parle pas de Jean-Baptiste. Okay. Je parle du ministre. C'est le ministre qui veut acheter la conscience? Une moto à 5 millions l'unité. N'eût été Jean-Baptiste Elias, il aura acheté. Et c'est le même ministre qui... Et comme il n'y a pas que lui, il y a le ministre de la Santé aussi, pour les ambulances. Et comme c'est un fait extérieur qui est venu mettre un terme à cette infraction, c'est là on parle de tentative, mais c'est puni de la même manière. Ils ne se sont pas retirés d'eux-mêmes.
de l'infraction. Alors, vous revenez au... Non, laissez-moi finir. Oui. Je veux vous dire ça. Je vais vous dire ça, parce que j'ai parlé de corruption sur le 3e plan, et je parle des marchés. Maintenant, le dossier brûlant qui est sur le tapis, parce que ce même ministre n'a pas été puni. Vous savez, il y a la destruction du siège de... Je vais dire la destruction, je ne sais pas quel mot mettre même, du siège de l'Assemblée. Je ne vais pas qualifier ça. Vous comprenez? Ce siège-là, celui qui a construit, c'était 25 milliards le coût du projet. Et lorsque ils disaient qu'ils allaient détruire, il y a un cabinet qu'on a commis pour donner un avis technique. Le cabinet a dit que ça n'a rien, c'est conforme aux normes. On peut continuer, mais on peut compléter seulement 7 milliards pour terminer un certain nombre. Ça fait au total 32 milliards. Le rapport est là. Malgré ça, ils ont fait le choix de détruire tout et de recommencer. Sous prétexte que il vaut mieux avoir un bâtiment flambant neuf à 25 milliards que de faire ça là encore. Ils ont donné le marché à 25 milliards. Je voudrais que le ministre des Infrastructures, qui est en charge ce dossier-là, vienne dire au peuple combien ça coûte aujourd'hui. Quel est le taux d'exécution physique et financière de ce marché? C'est plus du tout déjà. Mais par rapport à l'éléphant blanc de Porte-Novo qui a été détruit, pour vous... N'appelez pas ça l'éléphant blanc. C'est eux qui l'appellent l'éléphant blanc. Mais le travail... On l'a fait à dessein. Et il y a d'autres choses. Hein. Mais c'était arrêté depuis sous Boni Yahi. Attendez. C'est arrêté sous Boni Yahi. C'est arrêté sous Boni Yahi parce qu'il y avait un problème. Pourquoi il y avait un problème? Les gens qui avaient géré cette affaire-là, je veux parler du ministre Ndoye Gbessi. C'est un dossier que j'ai suivi depuis la Caisse autonome d'amortissement, qui avait géré cette affaire-là. Savez-vous que l'actuel ministre des Infrastructures était son directeur de cabinet? D'abord son DAC et puis après son directeur de cabinet. Et quand lui, il a voulu, le président Boni Yahi a voulu les envoyer devant la haute cour de justice, c'est les mêmes qui sont organisés pour mettre un frein à ça, non? Vous parlez d'éléphant blanc. Il y a un problème. On veut donner une solution. Vous bloquez. Et quand vous arrivez maintenant, la solution que vous amenez, c'est ça. Si c'est dit, ce n'est pas éléphant blanc, mais ça coûte désormais 60 milliards, ça n'a pas de sens. Alors, Antoine Guédon, on va parler du code électoral qui est quand même l'un des principaux points de chute ou d'engagement de combat du cadre de concertation de l'opposition. Le code électoral, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à ce code électoral-là? Vous savez, c'est terre à terre. Depuis que nous avons commencé les élections en 90, aucun parti n'a eu plus de 20%, n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales où il a compéti. Vous comprenez? Oui. Aucun parti. Jusqu'à aujourd'hui, même les dernières élections, aucun parti n'a eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales, y compris BR, UPBR et démocrates. Tous, ils ont raté dans des circonscriptions données. Vous suivez? Oui. Quand on veut faire une prévision, on regarde les statistiques du passé pour faire la projection. Qu'est-ce qui peut expliquer que, alors que 20% c'est déjà difficile pour eux tous, on dit désormais il faut avoir 20%. Et si vous ratez 20% dans une seule circonscription électorale, même si vous avez 20%, dans 99% des circonscriptions électorales, vous perdez tout ce que vous gagnez par ailleurs. Je ne sais pas si vous arrivez d'entendre les fonds parler. On dit Edouard Djogoro Anoua Noumorongo et dit Noubrado. En français? Bon. Anoua Noumorongo, c'est le fou. À Djogbo, c'est un tam-tam là. Et les gens font la danse, ils tournent, ils se retrouvent tous au même moment sur le même pied. Ils reprennent, le fou observait. On a dit, mais ça là, c'est un complot.
Et donc, le code électoral... C'est un complot. Parce que c'est irréalisable. C'est un complot contre le peuple. Et je vais vous dire pourquoi. Ils savent bien que personne n'aura les 20%. Mais ils participent à la compétition. Et pour cela, oui. Attendez, suivez-moi jusqu'au bout. Et pour cela, au lendemain des élections, on n'aura plus d'assemblée. Si on n'a plus d'assemblée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Cour constitutionnelle, lorsqu'on va l'interroger, puisqu'elle en a le droit à moitié constitutionnellement, elle peut dire, bon, ou bien il fonctionne par ordonnance, ou bien on proroge le délai des députés. Dans un cas ou dans l'autre, ça donne la même chose. Vous suivez? Parce que lui ne veut pas partir. Il veut qu'on proroge son truc. Mais au pire des cas, ils vont compter sur la tricherie habituelle. Et les cas sont là. Vous avez entendu le député Razme dans ce pays dire que lui, il a triché sur 50 carnets. Vous avez vu le CA de Materi. Vous avez vu à Grand Popo. Vous avez vu à Soava à côté. Ils vont compter sur la tricherie pour s'offrir les 20% partout, pendant que les autres n'en ont pas. Et là, ils auront une assemblée monocolore qui leur permette de modifier la Constitution à nouveau et de sauter tout ce que vous appelez verrou là. Pour que le président Patrice Talon revienne. Mais il y a les accords de gouvernance qui sont permis. Qu'est-ce que vous appelez accord de gouvernance? C'est même une bêtise de dire que nous avons interdit les coalitions pour aller aux élections. Et de venir plus tard nous dire accord de gouvernance. Parce que vous êtes conscient que personne ne peut l'avoir. Non, il faut laisser chacun aller. Et est-ce seulement en dénonçant que le cadre va réussir à déjouer cela? Ou pensez-vous pouvoir déjouer cela? Ce n'est pas la télévision que je vais vous dire quelle est notre stratégie. Mais je vous ai dit. Vous allez y arriver? Je vous ai dit. Vous obtiendrez gain de cause? Je vous ai dit que c'est notre tour de demander au président Patrice Talon de ne pas brûler ce pays qu'il aura dirigé pendant 10 ans. Vous suivez bien. Quand on verse les sangs des citoyens, c'est beaucoup de choses pour le pays. Vous suivez? Et personne ne permettra, s'il n'y a pas d'assemblée, personne ne permettra à la Cour de dire on proroge le mandat. La Constitution a dit 5 ans. Il a prêté serment pour 5 ans. Après les 5 ans, s'il n'y a pas d'assemblée, il s'en va. C'est quelqu'un d'autre qui organise les élections. Il n'est pas question de proroger son mandat. Tant que la Constitution n'est pas changée. Il n'y a encore rien. La Constitution a dit 5 ans. C'est la simulation que vous faites là. Ce que je vous dis là. Vous avez entendu récemment l'affaire Rouné, 48 ans, on va arrêter, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a beaucoup de cas comme ça. Quand ça commence, ça vient toujours. Alors, Antoine Guédou, dites-nous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il ne pourrait pas avoir de synergie d'action au sein de ce cadre de concertation de l'opposition parce qu'on estime que c'est un mélange hétéroclite et que les acteurs ne sont pas de la même opposition à Patrice Talon, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes actions d'opposition à Patrice Talon. Ah bon? Vous pouvez me dire les acteurs qui n'ont pas les mêmes actions? Ah non, c'est vous qui avez posé votre problème. Je vous en laisse sentir la responsabilité. Quel acteur que vous voyez dedans qui n'a pas la même opposition? Dites-moi. En tout cas, moi, je ne sais pas. Et a priori, nous devons nous faire confiance. Vous comprenez ce que je dis? Si vous savez, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut espérer les jours à venir ou en fonction des enjeux politiques,
voir tous ces partis politiques au regard des textes, si éventuellement il n'y a pas relecture du code électoral, que tous ces partis politiques fusionnent ensemble pour donner un seul parti politique, pour plus d'efficacité et d'efficience. Est-ce que la mouvance s'en va avec un seul parti? Mais là, on parle de cadre de concertation de l'opposition. On ne sait pas demain. Ils peuvent fusionner les deux. Nous allons aviser. D'accord? Mais retenez que s'ils peuvent partir à deux, nous pouvons aussi partir à deux. S'ils peuvent partir seuls, nous pouvons aussi partir seuls. Retenez ça. Mais eux, ils sont à deux, alors qu'au niveau du cadre, on n'est pas que deux. Mais écoutez, tu as dit ça peut arriver demain. Pourquoi pour nous tu exclus ça peut arriver demain? Alors, par rapport au cadre, quels sont les objectifs phares que vous êtes fixés? Nous avons dit, nous avons un seul objectif phare. C'est la restauration de la démocratie et des libertés. C'est faire en sorte que les prisonniers politiques sortent et que les exilés rentrent. Vous avez compris? C'est notre objectif. Le code est un moyen d'atteindre cet objectif-là. Et il y a d'autres moyens qu'on ne va pas étaler sur la place publique. C'est notre objectif, ça. Nous voulons respirer. Vous avez compris? Nous voulons que le pays respire. Regardez, je disais tantôt que c'est un gouvernement qui a entretenu l'inflation après la corruption. L'huile, aujourd'hui, c'est à 35 000. Le bidon, le baril. Alors que c'était à 13 500 quand il est arrivé. Le riz en 2015 était à 20 000. Aujourd'hui, c'est à 35 000. Le sucre était à 350. Aujourd'hui, c'est à 700. L'électricité, et c'est là le hic. L'électricité était à 106 le kilowatt. Aujourd'hui, c'est à 146. Comment vous pouvez comprendre? Et dans les pays de la sous-région? Attendez bien. Je ne compare pas encore avec les pays de la sous-région. Je fais d'abord une analyse statique. C'était à 106. Nous avons voulu régler un problème. Le président Patrice Talon a hérité de 200 milliards au titre de l'électricité obtenue du MCA. C'était là, il est venu prendre. Comment vous expliquer que 9 ans après, non seulement l'électricité augmente de coût, il y a coupure à tout moment. Qu'il y ait coupure à tout moment, et l'électricité, le kilowatt augmente encore. Il n'y a aucun prix qui n'est pas doublé au minimum. Et c'est ça là que nous allons continuer. C'est ça que nous allons continuer. Mais je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vous ai demandé, en dehors des problèmes que vous avez relevés, des insuffisances que vous relevez et contre lesquelles vous voulez vous battre, par rapport auxquelles vous voulez continuer la lutte, quelles sont les bonnes actions vous voyez, du gouvernement que vous pouvez moi, je vais te dire zéro. Je vais te dire zéro. Il n'y en a pas. Je vais te dire zéro, je te dis pourquoi. Pourquoi? Moi, je suis comptable de formation. Vous comprenez? Quand vous travaillez pendant 1 an, ce que nous appelons chez nous un exercice, on fait la balance entre ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mauvais. Et vous-même, vous le faites. Si vous êtes simplement négociant, vous dégagez un profit, vous dégagez une perte. Vous ne dites pas, bon, j'ai réalisé un profit ici, et j'ai réalisé il y a des gens ici. Non. Dès lors que c'est une perte, tout est mauvais. Rien de bon. Je dis rien de bon, dès lors que c'est une perte. D'accord. Nous allons à présent parler du GSR, votre parti. Que devient-il? Mon parti se porte à merveille. Après, je suis ici aujourd'hui, avant d'être porte-parole du cadre de l'opposition. Vous voulez quoi d'autre? Puisqu'on n'en entend plus vraiment parler, et là maintenant, vous, en tant que porte-parole... Parce que vous ne voulez pas en entendre parler. Vous ne faites pas des sorties par rapport au parti. Écoutez, le GSR. Je vais prendre, si vous voulez, votre WhatsApp. Dès que je rentre chez moi, je vous envoie mes sorties du mois dernier. On en a fait au moins 3. Et on en fait souvent.
Maintenant, si vous ne voulez pas voir, on ne réveille pas celui qui ne dort pas. Alors, Je vais faire quoi? Antoine Guédou, Oui. on parle du GSR. Dans quelques mois, si on peut le dire ainsi, il y aura un grand rendez-vous électoral. Est-ce que le GSR se prépare à affronter les enjeux politiques 2026 seul ou il ambitionne une fusion? Le GSR visera. Mais pour l'heure, qu'est-ce que fait le GSR? Le GSR travaille à aller aux élections, mais le facteur déterminant sera les conditions. Si je veux aller aux élections, et comme vous le dites tout à l'heure, là, je vois BR et UP ensemble, je peux aviser. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de schéma immuable. Non? Vous comprenez? C'est ça ce que je peux vous dire. Le GSR est-il un parti politique national, d'envergure nationale? Qu'est-ce que vous appelez parti politique d'envergure nationale? Le simple fait que le GSR ait une autorisation d'exercice de l'État, du gouvernement, c'est que c'est d'envergure nationale. Vous savez que pour créer un parti politique, il faut avoir au moins 15 personnes dans chaque commune. Et sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce que vous mettez dans national? Je ne sais pas. J'aimerais quand même vous poser une question sur le cadre. Vous allez nous répondre. Le cadre de concertation de l'opposition Vous allez revenir encore au cadre. Oui, je suis revenue parce que ça m'intrigue quand même un peu. Qui ou quel parti principalement a proposé l'idée de regroupement? Vous savez, l'idée de regroupement vient toujours de quelque part. Et je ne sais pas pourquoi vous dramatisez Ou de ça. quelqu'un. On pourrait Ça vient quand même toujours savoir. de quelque part. Bon, c'est le GSR qui a proposé ça. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je ma réponse. D'accord. Donc c'est le GSR qui a proposé qu'il y ait un cadre de concertation. Nous étions dans un cadre déjà Front pour la restauration de la démocratie. Nous avons déjà fait l'expérience. Et nous avons constaté que ça n'a pas été inutile. Aujourd'hui, l'opposition gêne à l'Assemblée. C'est une réalité. N'eût été l'opposition aujourd'hui, la Constitution est déjà bloquée. Est-ce que ce n'est pas une expérience qu'il faut reprendre ça? Il suffit qu'on dise, bon écoutez camarades, ce qu'on a vu hier là, je vois que ça a porté ses fruits, il vaut mieux qu'on reprenne. Ça ne veut pas dire forcément que c'est quelqu'un à la paternité, non. Et vous pensez être assez armé, assez prêt pour affronter les joutes électorales de 2026 face au régime en place? Pourquoi vous doutez de nous? Vous êtes prêt? Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de doutes pour qu'on ne fasse pas chose? Alors, C'est comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous me dites, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous avez suivi un peu le Sénégal? Ah, mais écoute, malgré tout, Macky a fait des choses magnifiques au Sénégal. Vous suivez un peu ce qui se passe au Ghana? Mais c'est formidable. Mais ces populations-là n'ont pas dit que le président va rester. Vous voyez, les constructions, les ceci, tout ce qu'on fait là, les routes ne permettent pas de donner un blanc-seing à un président. Mais c'est comment vous avez géré votre citoyen. Quel est le développement que vous faites et tout le monde doit aller en prison avant? Quel est le développement que vous faites et tous vos frères doivent fuir avant? Quel est le développement que vous faites et le dernier paysan doit souffrir de faim? alors C'est ça la question. Antoine Guédou, une dernière ou avant-dernière question de conclure sur ton tournée parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Oh, je regrette. J'ai On peut prolonger un peu. J'ai quand même vous poser la question de savoir, on aura d'autres occasions pour recevoir. Je vous répondrai à tout moment. Merci de prendre l'engagement devant nos amis internautes. Ma question c'est de savoir, au cas où le cas de concertation de l'opposition n'a pas obtenu gain de cause pour une modification du code électoral, qu'est-ce qui se passera? Je vous rassure qu'il n'y aura pas de politique de chaise vide. Vous êtes satisfait? Il n'y aura pas de politique de chaise vide quand même. Oui, vous êtes satisfait? C'est-à-dire que vous trouverez les voies et moyens. Mais comptez sur nous. On n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Il n'y aura pas de clivage, Oh, mais écoutez. Je suis chauve. de gain d'intérêt. Dites-moi, je suis chauve. Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez chercher des cheveux là-dessus? Je ne vous comprends pas. Hein?
Je vous ai dit, je vous rassure qu'il n'y aura pas de politique de chaises vides. Merci. Si on le fait, ce serait livrer les populations. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas cela. Oui. Merci à vous, Antoine Guédou, Vissé-Togbe. Nous sommes à la fin de cet entretien. Le rituel est bien connu. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous les militants de l'opposition au régime du président Patrice Talon, les militants du GSR également, leur adresser quelques mots remplis d'espoir et d'espérance. Oui, merci de m'avoir donné la parole sur ce volet-là. Mais avant, je voudrais répéter au président Patrice Talon que nous l'invitons à ne pas brûler ce pays qu'il aura dirigé pendant 10 ans. Il nous l'avait dit en 2019. Aujourd'hui, nous lui rappelons, nous retournons la balle. Devant la communauté nationale et internationale. Au-delà de ça, je vais demander à tous les militants de l'opposition de ne pas avoir peur. C'est vrai, on va vendre beaucoup la peur, mais de ne pas avoir peur. Parce que ce à quoi nous nous attendons du président Patrice Talon aujourd'hui, c'est le point d'exécuter du PAG 2. Le PAG 1 a atteint à peine 30% de taux d'exécution. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Qu'ils nous disent. Et qu'ils nous permettent d'aller vérifier les chiffres avant qu'ils ne rentrent dans la période suspecte. On est à 1 an des élections. À 6 mois des élections, c'est une période suspecte où le gouvernement m'a à volo. Mais qu'ils nous disent aujourd'hui quel est le point d'exécution du PAG2. En lieu et place, les arrestations continuent. Beaucoup de militants m'ont dit, mais on a arrêté Rouléon. Oui, c'est vrai, quand on arrête un général, ça fait peur aux autres. Mais je voudrais dire aux militants que nul n'est au-dessus de la loi. Nous ne savons pas encore ce qu'on lui reproche. Le moment venu, on va aviser. Mais s'il tombe sous le coup de la loi, il assume. Et ce n'est pas parce que on a arrêté un général qu'on peut vous arrêter vous si vous n'avez rien fait. Je veux les appeler à respecter les textes de la République. Je veux les appeler à respecter les textes de la République. Je l'ai dit 2 fois dans cette période de rage pour que nous puissions à notre tour les défendre. S'ils vont enfreindre à la loi, ils auront choisi. Donc, qu'ils ne paniquent pas parce qu'on a arrêté un général. On va attendre tous de voir ce qu'on lui reproche. Et le moment venu, on va apprécier. Vous avez vu le GSR dans le dossier Steve Amoussou. Vous avez vu le GSR dans le dossier tentative de coup d'État. Nous n'avons pas l'habitude de faire des appréciations hâtives. Nous attendons de voir ce qu'on lui reproche. Alors, du calme de tout le monde. Le pays est à nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous, Antoine Guédou, Vissé-Togbe. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité a tenu à faire l'historique du cadre de concertation de l'opposition. Au cours des échanges, il a eu à vanter les qualités du président du parti politique Restaurer Espoir, candidat Amon-Marie Azanahi. Pour lui, candidat Amon-Marie Azanahi demeure un opposant comme eux, notamment il parle de GSR, de la démocrate et de MPL également, qui constituent une force politique de l'opposition. Il a parlé également de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Foscoé pour un Bénin émergent FCBE. Il a fait savoir les différentes démarches qui ont été effectuées à son niveau pour qu'il soit des leurs, mais malheureusement, le paradoxe demeure. Pour lui, il a fait savoir également, il a démontré à travers un argumentaire que Paul Rompé a des comportements qui font que les gens sont sceptiques sur son appartenance ou non à l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il a fait savoir que les problèmes de la nation ne doivent pas être des problèmes personnels. Et donc, il a fait savoir que le cadre de concertation de l'opposition reste ouvert à toute adhésion pour que le combat soit véritablement efficient.
Il a fait savoir que l'un des objectifs majeurs du cadre de concertation de l'opposition, c'est la restauration de la démocratie, la libération des acteurs politiques en détention et également des acteurs politiques hors du territoire national, le retour au pays. Il a fait savoir également que l'un des grands chevaux de bataille, c'est le code électoral qu'il souhaite qu'il soit modifié afin que cette disposition de 20% qui constitue véritablement un véritable goulot d'étranglement soit véritablement revue pour que toutes les différentes formations politiques puissent participer aux élections de 2026 avec aisance. Lorsqu'il a été interrogé sur les questions de stratégie, il n'a pas voulu vraiment être bavard, mais il a fait savoir que l'harmonie subsiste au sein du cadre de concertation de l'opposition et que, en cas de besoin, les décisions qui s'imposent vont se prendre pour que véritablement leurs militants puissent se retrouver à travers les choix qui seront faits. J'espère que j'ai plus ou moins résumé vos propos. Je vous remercie. Merci à vous, Antoine Guédou Vicetogui. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Grande Solidarité Républicaine. Vous êtes également le porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci également à vous, Billy Gaëlabi, d'avoir Kader. co-animé avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.